Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, le Chesnay a réalisé l'exploit de ce deuxième tour de la Coupe de France. Les Yvinois qui évoluent en excellence ont battu Montreuil, une équipe de DH au tir au but. Le résumé dans ce magazine. Taekwondo, le trappiste Nisrine Ebar a décroché le titre de championne de France cadette dans les moins de 47 kg. Une performance qui permet à la sportive d'intégrer l'équipe de France. Karting, 1m23, 23 kg, 7 ans, le Guyancourtois Jimmy Elias affole les compteurs. Le pilote vient de remporter les National Series Karting et vient de se qualifier pour les championnats du monde. Portrait à suivre dans ce magazine. Et puis nous parlerons également de la réélection du président du district des Yvelines de football, Jean-Pierre Murillon. Nous le recevrons dans quelques instants dans ce magazine. On commence donc ce magazine par du football. On jouait ce week-end le deuxième tour de la Coupe de France. Le Chesnay qui évolue en excellence a réussi l'exploit d'éliminer sur son terrain l'équipe de DH Montreuil. L'une des plus belles pages de l'histoire du club. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Le Chesnay a renversé l'ogre Montreuil au deuxième tour de la Coupe de France. Les Chénésiens qui évoluent dans le championnat excellent se sont imposés contre le 5e du championnat de DH dans leur stade Michaud. Ce match s'est résumé à une histoire de pénalty après avoir réussi à ouvrir le score à la fin de la première période. Les Yvelinois ont craqué en seconde période en commettant une faute dans la surface. Un partout à la fin du temps réglementaire. À la loterie des tirs au but, le Chesnay l'emporte 3-0. On a eu une équipe qui était supérieure à nous, mais sur le terrain, ça ne s'est pas vu parce qu'on a vraiment eu 14 joueurs. 15 joueurs même, parce qu'il y a un joueur qui n'a pas pu jouer, 15 joueurs qui ont participé à cette aventure, on l'a préparé et voilà, donc on voulait bien finir, c'était l'objectif, voilà, c'est tout. Est-ce que c'est pas nous qui avons été plus à la hauteur qu'eux? Ils ont fait leur match, ils nous ont mis en danger, etc. Mais nous on a rivalisé, on voulait rivaliser, voilà, on a voulu rester au contact le plus longtemps possible. On a l'avantage d'ouvrir le score, après voilà. Eux, ils ont fait leur match. Nous, on a fait un gros match. Voilà. Mais on est capable, ça veut dire qu'on est capable de le faire maintenant sur toute une saison. C'est ce qu'il faut retenir aussi. Ça a été un match compliqué face à une équipe de DH qui n'était pas facile à jouer. On a réussi à marquer en premier, c'était assez important. Ensuite, ils sont revenus sur un pénalty assez litigieux, mais bon, on a réussi à tenir grâce aux consignes du coach. Il faut le féliciter et voilà, on est content de la qualification, mais il va falloir continuer dans cette Coupe de France. 4e du championnat excellent cette année, les Chénésiens visent à présent une épopée en Coupe de France lors de la saison 2016-2017. On veut essayer forcément d'aller au 4e ou 5e tour pour aller un peu plus loin. Après, ça dépend du tirage. Voilà. Mais les joueurs ont montré qu'ils sont capables de faire plus que ce qu'ils ont fait tout au long de la saison. Voilà. C'est ça que je retiens et on va s'appuyer là-dessus pour préparer la saison prochaine. Ça va être compliqué de répondre maintenant parce qu'on est dans l'euphorie, mais maintenant qu'on a sorti une DH, on se rend compte qu'on a la possibilité d'aller plus loin dans cette Coupe de France. Le 3e tour de la Coupe de France se jouera le premier week-end de septembre. On ne connaît pas encore l'adversaire du Chesnay pour cette rencontre. On reste dans le football. Jean-Pierre Murillon vient d'être réélu à la tête du district des Yvelines de football pour 4 ans. Pour nous parler de son actualité et de ses projets ainsi que de l'Euro en France, nous le recevons sur ce plateau. Bonsoir Jean-Pierre Murillon. Bonsoir à vous. Alors avant de parler de votre réélection, on va parler tout de suite de la Coupe de France et de cet exploit du Chesnay. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exploit? Écoutez, moi je me réjouis toujours lorsqu'un club a de bons résultats. Là il y a le Chesnay, certes, mais la semaine d'avant il y avait Trappes. Il faut s'en souvenir aussi, c'était en Coupe de France. 3, et puis la saison dernière, les exploits de Mantes, qui ne s'est fait éliminer que par Nantes, il faut s'en souvenir, un stade très, très avancé de la compétition, en 16e de finale, c'est quand même en 8e de finale. Et c'est quand même, c'est un exploit. Et moi je me réjouis toujours lorsqu'un club yvelinois va très loin en Coupe de France, parce que c'est révélateur du travail qui est fait par les clubs aussi. Ce n'était que le deuxième tour, mais finalement c'est quand même un exploit. Ah oui, c'est un exploit, bien sûr. On peut le dire. Ah oui, tout à fait. Il y a une belle Coupe des Yvelines également qui a été organisée il y a 2 semaines avec la victoire de Maurepas contre Limay devant plus d'une centaine de supporters. C'était une réussite pour cette coupe. Tout à fait, c'était une réussite, tout s'est bien passé. J'ai coutume de dire qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a un match en coupe, c'est un match à élimination directe. Il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Mais même ceux qui ont perdu se sont très bien tenus, les choses se sont bien passées. On était dans un esprit sportif, dans un beau complexe, nous étions à plaisir. Et Maurepas, c'est la première fois, sauf à vérifier, c'est la première fois qu'un club remporte les deux coupes. Et alors Maurepas, je rebondis, nous étions hier toute la journée avec la journée nationale des débutants qui se passait à Maurepas. Et donc, on a eu l'occasion d'en reparler hier avec le président de Maurepas. Et c'est bien. Le football se porte bien dans les Yvelines. Cette coupe doit continuer à exister, cette coupe des Yvelines? Oui, elle doit continuer à exister. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette coupe? Alors, il y a des débats là-dessus. Il y a des gens qui disent « Ah bah oui, mais il faudrait laisser les équipes... ne peuvent participer à cette coupe que les équipes qui participent au championnat des Yvelines. »
Et donc, ça veut dire que les clubs qui jouent en Ligue ne participent pas à cette compétition. Il faudra qu'il y ait un débat là-dessus. Il y a un débat en cours et on fera trancher les clubs si nécessaire le moment venu. Donc Trappes ou Versailles pourrait intégrer la Coupe des Yvelines peut-être sur l'avenir ? Éventuellement, mais ça, il faut que ce soit les clubs qui le décident eux-mêmes. Vous avez été réélu, je le disais précédemment, à la tête du district. Oui. Quelle est votre réaction, tout simplement, par rapport à cette réélection ? C'était attendu ? Vous savez, une élection, ce sont les électeurs qui décident. Donc on a eu effectivement, avec mon équipe, on a eu un résultat très, très intéressant. On a eu 92,50% des voix, même si avec une liste, il aurait pu y avoir beaucoup plus de votes contre. Nous, ça nous conforte dans l'idée que la façon dont on gère le district, c'est la façon dont les clubs souhaitent qu'on gère le district, c'est-à-dire de façon collégiale, en étant à leur écoute. J'ai un maître mot là-dessus. J'ai été élu il y a 8 ans pour la première fois. Et ma première déclaration était celle-là, c'est de dire qu'il faut être à l'écoute des clubs et travailler avec eux dans la concertation. Donc l'écoute, la concertation et ensuite, in fine, la décision par les clubs. Ce n'est pas parce que nous sommes élus que nous prenons, nous, toutes les décisions. Les décisions les plus importantes, on les fait prendre par les clubs. Et c'est votre côté peut-être un peu populaire qui vous a permis d'être élu ? Je ne suis pas certain que je sois populaire. Vous savez, chaque fois que... Je parle au niveau du terrain, par exemple. Oui, je vois beaucoup de matchs, je suis souvent sur les terrains le dimanche, mais c'est vrai que chaque fois que le district prend une décision, il y a un club qui estime qu'on n'a pas pris la bonne, et l'autre estime qu'on a pris la bonne, mais que c'était normal puisque c'est lui qui avait raison. Enfin, je schématise, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Mais nous, notre rôle est de faire en sorte que le football se joue dans de bonnes conditions dans les Yvelines, d'aider les clubs, être à leur écoute, travailler dans le sens du football qui intéresse les clubs. Vous sentez qu'il y a un véritable dialogue entre vous et les hommes de terrain ? C'est souvent ce qu'on reproche au district. Est-ce que vous avez ce sentiment-là également ? Moi, j'ai le sentiment inverse. J'ai le sentiment qu'effectivement, les clubs, par le passé, considéraient que le district ne faisait que percevoir des amendes et donner des sanctions, infliger des sanctions. Je pense que maintenant, depuis maintenant plusieurs années, ça fait maintenant 3 ou 4 ans, au mois de mars-avril, on réunit tous les clubs, on leur présente ce qu'on a l'intention de leur présenter le jour de l'Assemblée générale, on dialogue avec eux. Quelquefois même, on modifie la façon dont on envisageait les choses à leur contact. Et ensuite, ce sont les clubs qui votent. Notre Assemblée générale, c'était l'autre semaine à Noisy-le-Roi. Il y avait 18 votes différents et les clubs se sont prononcés 18 fois en disant oui ou en disant non. Et c'est eux qui gèrent le district. On va aborder le thème de la sécurité. Vous avez constaté les progrès cette saison au niveau de la sécurité ? Dans le passé, il y a eu des problèmes, notamment à Chanteloup-les-Vignes, il y a quelques années de ça. Cette année, vous avez le sentiment qu'il y a du progrès ? Alors, depuis quelques années, quand on regarde le pourcentage de matchs où il y a des incidents hors fait de jeu, je ne parle pas du carton rouge parce qu'il y a eu une main, etc. C'est pas là-dessus. Mais hors fait de jeu, on s'aperçoit qu'on a, contrairement à ce que beaucoup pensent, on a de moins en moins de problèmes. Il y a quelques années, on était à 2,20% des matchs qui se passaient avec des incidents. Maintenant, on en est à 1,8%. Alors, c'est encore trop. Mais il n'empêche qu'on progresse, on va dans le bon sens. Il y a une progression. Oui. Et au niveau des amendes, vous mettez des amendes également quand il y a des cartons rouges, par exemple ? Oui, alors on met des amendes. Est-ce que les cartons rouges doivent être plus sanctionnés ? C'est-à-dire que quand il y a une exclusion, il y a une sanction qui est personnelle au joueur, c'est-à-dire celui qui a commis la faute, et puis il y a une sanction qui est infligée au club. Le montant des amendes n'a pas varié depuis 8 ans. C'est un signe, il n'a pas varié depuis 8 ans. Et puis il faut dire aussi que notre budget, certes... il n'augmentera pas dans les 4 prochaines années de votre mandat ? Ah non, notre intention est de tenir compte du fait que les clubs ont des difficultés et notre rôle est d'éviter de leur en créer d'autres. Par conséquent, on continue de ne pas augmenter, l'ensemble des tarifs du district n'augmenteront pas. Oui, effectivement. Au niveau des joueurs, justement, des sanctions, est-ce qu'il faut encore plus travailler avec les clubs pour améliorer l'esprit, on va dire, des équipes ? Alors nous faisons beaucoup dans ce domaine. De la prévention par exemple ? Alors beaucoup de prévention. Nous sommes aussi, il faut le rappeler, nous avons une rencontre périodique avec nos collègues présidents des comités départementaux de rugby, de handball et de basketball. Ça s'appelle l'ESP 78, l'esprit sportif partagé 78. Et on travaille entre nous pour voir comment les autres comités départementaux gèrent ces questions de violence et d'incivilité. Mais in fine, notre rôle est aussi, quand il y a faute, de sanctionner. Ce n'est pas le plus agréable dans notre rôle, mais on est aussi là pour ça.
Un point positif pour le district des Yvelines, le football féminin. Je crois qu'il y a eu une augmentation multipliée par 4. Le nombre de licenciés féminines a augmenté par 4, de 100 à 400 licenciés en 4 ans. C'est bien ça? Alors en fait, on est passé de 972 il y a 2 ans à 1609 cette saison. C'est-à-dire que l'augmentation est de 65% en 2 ans. D'accord. Et globalement, sur les 4 dernières années, la Ligue de Paris, dont nous faisons partie, a augmenté l'effectif de 160%. 160%. C'est-à-dire là où il y avait 100 joueuses, maintenant il y en a 260. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres. Il faut aussi que les jeunes filles qui viennent jouer au foot, eh bien, elles soient accueillies dans les clubs. Et je suis en train, moi je milite pour qu'il existe désormais un championnat senior dans les Yvelines, comme d'ailleurs dans les autres districts. Donc on y travaille, la Ligue est en train de réfléchir sur le sujet et je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Il y a quelques années, on a créé des plateaux U11 et puis quelques années après, 2 ans après, on a fait des plateaux U13. Cette année, on a créé un challenge U16 et puis les U16, elles deviennent U17, U18, etc. Donc il faut qu'en face de l'augmentation du nombre de licenciés, il faut que l'offre départementale de football féminin soit élargie. C'est l'avenir, le football féminin, selon vous? En tout cas, ça se développe de façon très intéressante. On a depuis le début de l'année civile, dans le cadre de l'Euro et avec l'aide de la direction départementale de la cohésion sociale, nous avons organisé plein de choses dans le football féminin. On en a fait à Maurepas, à Guyancourt, à Carrière-sur-Seine, à Trappes, à Elancourt, à Poissy, à Achères. Nos finales féminines ont eu lieu à Achères dans le cadre d'une journée du foot féminin. On fait ça depuis maintenant 2 ans. L'année précédente, c'était à Andrézy. Et on a de plus en plus de jeunes filles qui viennent dans ces journées pour jouer au foot, tout simplement. Vous êtes plutôt favorable, on voit que par exemple à Trappes, il y a eu un club qui s'est créé, à Voisin-le-Bretonneux également, à Montigny. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à la propagation de plusieurs clubs, la création de plusieurs structures féminines dans plusieurs clubs, ou plutôt à un gros pôle pour regrouper toutes les meilleures joueuses? Alors un gros pôle, ça pose un problème de proximité. Parce que quand ce sont des joueuses qui ont 18 ou 19 ans ou qu'elles sont seniors, elles se déplacent, elles sont mobiles, entre guillemets. Quand ce sont des petites, quand elles ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, ce qui est important, c'est qu'elles puissent jouer pas loin de chez elles. Et actuellement, on peut faire de la mixité jusqu'à 15 ans, jusqu'à ce que la jeune fille ait 15 ans. Au-delà, la jeune fille qui a fait du foot depuis plusieurs années, si elle habite dans un bassin de population où il y a des équipes féminines et des clubs féminins, elle continue le foot. Si par contre le premier club féminin est loin, c'est compliqué et malheureusement elles abandonnent le foot. Donc je pense qu'il faut les deux choses. Je pense que c'est les seniors, il y a moyen de regrouper probablement. Mais chez les petites, il faut qu'il y ait une notion de proximité entre le domicile des joueuses et puis l'endroit où elles peuvent jouer au foot. On va parler de l'Euro, forcément. C'est l'Euro en ce moment. Oui. Au niveau local, quel est l'impact d'une compétition comme les championnats d'Europe au niveau des clubs locaux? Alors, l'impact, je vais prendre l'exemple de Montigny-Bretonneux qui organise à compter de la fin de la semaine une semaine. Village foot. Le village foot, absolument, auquel nous allons un tout petit peu participer. On sera là, on sera présent avec des arbitres le jour des tournois, samedi prochain et dimanche prochain. Mais un peu partout, il y a eu des actions qui ont été menées par des clubs ou par des municipalités. On les a toujours encouragées. Il y en a un certain nombre qui ont été labellisés dans le cadre du dispositif Tous Prêts, qui a été mis en place par la fédération et par le ministère chargé des sports. Manifestement, il y a un engouement pour l'Euro. Il se passe chez nous. Il y aura plus de licenciés à la rentrée? Écoutez, ça va dépendre en partie du comportement de l'équipe de France. Pas seulement, je ne dirais pas seulement des résultats, de son comportement aussi. Parce qu'il y a les résultats sportifs, mais il y a aussi l'image que véhicule l'équipe de France. Là, elle est pour l'instant excellente et on ne peut que s'en réjouir. Et c'est vrai que ça amène en général, lorsque l'équipe de France se comporte bien, dans tous les sports c'est comme ça, hein. Quand le hand se comporte bien, quand il y a des Français qui vont loin dans le tennis, etc. Nous on espère que l'équipe de France ira très loin et que ça nous amènera des licenciés pour permettre aux jeunes qui veulent jouer au foot de le faire. On va terminer cet entretien par un pronostic. Qui va gagner l'Euro selon vous? Je pense que ce sera la meilleure équipe. Puis je pense que l'équipe de France, elle est pas loin d'être parmi les meilleurs. Je pense qu'on a une vraie chance. Mais vous savez, le sport reste le sport. Le poteau peut renvoyer le ballon ou le faire entrer dans le but. C'est aussi ce qui est intéressant dans le sport. C'est pas toujours scientifique, hein. Après, il y a l'incertitude, comme on dit, l'incertitude. En tout cas, vous votez pour l'équipe de France. Ah oui, absolument. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bonne continuation pour votre mandat. Après cette large page football, coup de projecteur sur le taekwondo.
Une jeune trappiste brille actuellement dans le taekwondo. Nisrine Ebar est devenue championne de France en mai à Lyon et rejoindra l'équipe de France pour le prochain championnat d'Europe à Bucarest en septembre. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Nisrine Ebar, 13 ans, est l'étoile montante du taekwondo en France. La sportive qui s'entraîne 4 fois par semaine au club de Trappes a décroché le 14 mai dernier à Lyon le titre de championne de France dans la catégorie cadette moins de 47 kg. J'étais dans ma tête que je voulais gagner, que j'y allais cette fois-ci pour gagner, pas pour perdre. Et je voulais absolument arriver première. Ce titre n'est pas une surprise pour les dirigeants et coachs du club qui l'ont vu évoluer pendant 6 ans dans la structure. Pour être honnête, on a misé sur elle, on pensait vraiment qu'elle pouvait arriver jusqu'au bout et être championne de France. Dans le taekwondo, plus on est grand et fin, donc automatiquement elle a de la longe et elle sait bien s'en servir. Elle est assez douée techniquement, elle a des bonnes techniques, elle sait écouter, elle lâche pas l'affaire, elle a une détermination, elle va jusqu'au bout de ce qu'elle fait. Cette victoire lui a permis de décrocher une sélection en équipe de France pour le prochain championnat d'Europe qui se tiendra en septembre à Bucarest en Roumanie. Je suis très contente, très fière de moi. Je voulais un jour intégrer l'équipe de France et maintenant c'est réalisé. J'ai travaillé dur pour arriver à ça, à pouvoir aller dans l'équipe de France, faire partie de l'équipe de France. Prochaine étape pour la jeune trappiste, un titre de championne d'Europe avant d'essayer d'atteindre son rêve, une qualification pour les Jeux Olympiques 2024. On reste dans la catégorie jeune prodige avec le pilote de kart Jimmy. Le jeune pilote de karting Jimmy Ilias affole les compteurs. À seulement 7 ans, il est un as du karting. L'Ivinois a déjà remporté plusieurs courses, dont la National Series Karting ce week-end et vient de se qualifier pour les championnats du monde qui se dérouleront dans 3 mois. Nous le recevons sur ce plateau avec son frère Jonathan Elias, qui est également son coach. Bonjour. Alors, quelles sont tes impressions, Jimmy, après cette victoire? C'est bien, mais c'est très bien, c'est magique, c'est tout. T'es content? Oui. C'était attendu, cette victoire de Jimmy ce week-end? Alors on a beaucoup préparé ce championnat. On a été faire rouler pas mal le petit Jimmy. Il a été chercher la victoire vraiment en partant de la 9e place en remontant premier. Et donc maintenant il est qualifié pour le championnat du monde. L'un des pilotes les plus jeunes de l'histoire de l'automobile à aller au championnat du monde. Et c'est une surprise ou pas du tout qu'il ait gagné finalement, il gagne un peu tout le temps en ce moment? Il gagne un petit peu tout le temps. C'est vrai qu'un jour, il nous a dit qu'il voulait faire du karting, comme moi qui ai fait du karting plus jeune, qui est champion de France, vice-champion d'Europe. Il m'a dit, Joe, je veux absolument faire du karting. Donc à partir de ce moment-là, on lui a acheté un karting. J'ai monté mon team et on a commencé à le faire rouler un petit peu, à essayer de trouver le budget entre la famille et les amis qui nous ont aidés. On l'a mis dans les kartings et il a vraiment commencé à gagner toutes les courses. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du karting, Jimmy? Parce que j'ai envie d'avoir des coupes, j'ai envie d'avoir plein de coupes, c'est bien. Et je crois que tu as rencontré un pilote Mercedes, Esteban Ocon, je crois qu'il est ton parrain également. Oui. Et c'est lui qui t'a donné envie aussi de faire du karting? Oui. C'est lui, vraiment, ce pilote Mercedes qui lui a donné des conseils pour progresser? Oui, il lui a aussi donné des conseils. Et quand il était plus petit, déjà à la maison, quand moi je revenais avec mes coupes, c'est vrai qu'il disait je veux des coupes, je veux gagner, je veux faire du karting comme toi. Donc maintenant, on fait tout pour l'entraîner le maximum possible pour que vraiment ça devienne un champion et que le champion devienne un jour une légende. Et à quel âge il a commencé le karting? Alors il a commencé il y a tout juste 7 mois. 7 mois. Voilà, donc, et il gagne déjà tout. Voilà, il gagne tout. Il est avec des enfants qui sont âgés de 2 à 3 ans de plus que lui. Donc c'est vraiment le petit rookie qui gagne toutes les compètes, qui en veut, qui a la hargne jusqu'au dernier moment. Il est vraiment impressionnant. Même, c'est pas parce que je dis ça parce que c'est mon petit frère, mais en jetant un coup d'œil extérieur, c'est vraiment très très impressionnant de voir à cet âge-là un pilote aller aussi vite et s'adapter très très vite. Jimmy, tu pensais aller aussi vite? Ouais, oui. Depuis que tu as commencé? Oui. Tu sentais que tu pouvais gagner autant de coupes? Ouais, oui.
Et toi, quand tu te lances dans une compétition, dans une course, tu te dis quoi au début de la course? Bah, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Et tu gagnes. Ouais. Et quelles sont ses qualités et ses défauts? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même, des défauts. Exactement. Ce qu'on est en train de travailler d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on bon, des fois il est jeune, c'est le rookie, donc ça arrive qu'il ait un petit peu d'appréhension avant la course. Mais une fois qu'on a calmé cette appréhension, c'est vrai que Jimmy reprend le dessus, arrive et une de ses qualités, c'est avoir la hargne, se battre jusqu'au bout, jusqu'à temps que le drapeau d'arrivée n'est pas passé. On voit Jimmy se battre. Donc c'est vraiment génial. Jimmy, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 2 fois. Une fois. Une fois? Parce que tu vas à l'école à côté. Bah oui. Et du coup, tu t'entraînes combien de temps chaque fois que tu vas sur le circuit pour t'entraîner? Un week-end ou un jour. Et vous entraînez sur quel circuit du coup? Donc, on s'entraîne vraiment dans toute la France. Dans toute la France, sur les circuits où il va y avoir des compétitions prochainement aussi. C'est vrai que Jimmy, on essaie de le faire rouler le plus possible sans le faire louper l'école. Il a un point fort, c'est qu'à l'école, il travaille très très bien. C'est vraiment un des meilleurs élèves de sa classe. Donc, on fait tout pour. Jimmy, tu roules à plus de 100 km/h, je crois, si je ne me trompe pas, sur ton 125 cm3. Tu prends des risques dans les virages face aux autres pilotes. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Non. Tu n'as peur de rien? Non. Vous avez ce sentiment-là également en étant son frère? C'est pas... Une fois, il est venu me voir, il m'a dit « Joe, j'ai peur de finir deuxième. » C'est vrai qu'il veut vraiment gagner. Je pense que oui, sa plus grosse peur, c'est de ne pas être sur le podium, de ne pas réussir à aller chercher les victoires, quoi. Donc voilà. Jimmy, je vais à présent te présenter 3 pilotes. Tu vas me dire lequel tu préfères et quel est ton modèle. On commence par Michael Schumacher, 7 fois champion du monde. On continue par Ayrton Senna, 3 fois champion du monde avec 65 pole positions. Et également Lewis Hamilton, qu'on voyait juste précédemment à l'écran, triple champion du monde. Et deuxième au championnat du monde actuellement. Qui est ton pilote préféré? Lewis Hamilton, Et pourquoi? parce qu'il a commencé le karting et gagné tout. Du coup, je l'aime bien. Lewis Hamilton, c'est un bon modèle pour Jimmy? Oui, c'est un très beau modèle. Après, ce que nous fait Jimmy actuellement, c'est vrai que personne ne l'a jamais fait de toute l'histoire du sport automobile. Arrivé à 7 ans... Plus fort que Lewis Hamilton? C'est-à-dire, peut-être pas plus fort, mais c'est-à-dire que... Plus précoce. Plus précoce, voilà. Il a gagné vraiment... c'est du jamais vu de voir un enfant de 7 ans, rookie, gagner la NSK, donc la National Series Karting, avec tous les meilleurs pilotes français, où à la fin, il n'y en aura qu'un, donc Jimmy, qui sera retenu pour aller au championnat du monde. Et quelles sont les prochaines étapes pour Jimmy? Alors déjà, la prochaine étape, c'est le championnat de France, qui se déroulera à Mirecourt. Donc essayer de gagner le championnat de France, c'est notre objectif cette année, en tant que rookie. Et ensuite, aller au championnat du monde et l'année prochaine, commencer un petit peu à rouler en international. Jimmy, quel serait ton plus grand rêve? Aller en Formule 1. Aller en Formule 1? Tu crois que c'est possible? Oui. Tu en as le potentiel, tu le sens? Oui. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On souhaite évidemment à Jimmy de réussir ses plus grands rêves. Merci à vous. On passe maintenant au reste de l'actualité yvelinoise. On commence cette rubrique par du football et plus précisément l'Euro qui se joue en France. Les Bleus qui s'entraînent à Clairefontaine dans les Yvelines se sont imposés 2-1 dans les ultimes minutes contre la Roumanie pour leur entrée dans la compétition. Avec cette victoire, l'équipe de France a pris la tête du groupe A avec devant la Suisse. Prochain match pour les Bleus mercredi prochain à Marseille contre l'Albanie. Didier Deschamps devrait reconduire la même équipe que contre la Roumanie avec notamment Dimitri Payet et Olivier Giroud. Toujours au chapitre Euro, 2 équipes étrangères ont pour camp de base les Yvelines pour cette édition 2016. L'Irlande a choisi Versailles, la Russie Croissy-sur-Seine. Jeudi dernier, les Irlandais se sont entraînés au stade Montboron devant plus de 1000 supporters déchaînés. Les enfants des écoles avoisinantes ont pu assister à un mini-match entre l'équipe des remplaçants et les titulaires et voir l'œuvre la star de l'équipe, Robbie Keane. On écoute un supporter. Alors comme on disait, ça fait du bien de voir une autre équipe jouer que l'équipe de France. Parce que c'est vrai que je suis habitué plus à aller voir les joueurs de l'équipe de France jouer. Donc là, de voir l'équipe d'Irlande, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Puis en plus, bonne ambiance avec les enfants, le public. Non, c'était génial.
Pour l'Euro, les Irlandais sont dans le groupe E, baptisé le groupe de la mort avec la Belgique de Eden Hazard, l'Italie de Buffon et la Suède de Zlatan Ibrahimovic qu'ils affrontent en ce moment au Stade de France. Un groupe de la mort difficile, mais le sélectionneur Martin O'Neill y croit. Nous allons tenter de donner le meilleur de nous-mêmes et je pense que les autres équipes vont tout donner pour tenter d'accéder au prochain tour de la compétition. Mais toutes les équipes dans notre groupe, toutes les équipes de la compétition vont tenter d'accomplir leurs objectifs, la victoire finale. À 18h55, l'équipe d'Irlande tient toujours en échec 0-0 l'équipe de Suède au Stade de France. Moins médiatique, l'équipe de Russie s'est entraînée au stade Omnisport de Croissy-sur-Seine ce mercredi devant plus d'une centaine de supporters venus notamment du club de football local. Les joueurs ont réalisé une petite opposition sur un demi-terrain et ont également signé des autographes à la fin de la session. On écoute les supporters présents sur place. J'ai vu des joueurs, mais des joueurs très forts, qui faisaient beaucoup de passes et qui marquaient bien les buts. Ça me fait plaisir qu'une sélection nationale vienne s'entraîner dans ma ville et sur le terrain où je joue on va dire toutes les semaines. Ouais. Donc ça me fait plaisir de voir des pros jouer dans ma ville. Ouais. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur YouTube. Très belle soirée sur TV Fil 78.